Voici la devinette du jour. Compte en commun, la COVID-19 et la chute de l'Empire romain. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine présentation. Pour comprendre ce qui va mener à la chute de l'Empire romain, il faut reprendre notre histoire lors de la Pax Romana. On se souvient que la paix romaine va être une période d'accalmie où il n'y aura pas de conquête et où le territoire va ressembler à ça ici. Je vous rappelle que pendant ce temps, les peuples qui vont être maintenant sous domination romaine, s'ils ne se rebellent pas, vont tranquillement se romaniser, c'est-à-dire que grâce aux Romains, ils vont pouvoir avoir les mêmes divertissements que les Romains, c'est-à-dire le cirque, ils vont avoir des colisées, ils vont avoir l'eau potable grâce aux aqueducs, ils vont être en mesure de pouvoir se baigner grâce aux thermes. Donc, ce qui fait pendant une longue période de temps qu'on nomme la paix romaine, eh bien, ça va être un moment de prospérité pour l'Empire romain. Il faut comprendre que l'Empire romain est aussi un empire commercial. Si vous voyez bien, vous avez l'Empire ici. Ce qui est intéressant, c'est grâce aux routes maritimes et aux routes terrestres que l'armée romaine va construire, ça va permettre de pouvoir se procurer des produits qui proviennent partout de l'Empire. Donc, la romanisation, la paix romaine va permettre aux nouveaux peuples qui n'avaient jamais goûté à certains produits de pouvoir y accéder maintenant. J'attire votre attention, le fait d'avoir été chercher le territoire qui est aujourd'hui l'Espagne permettait à l'Empire romain d'avoir des métaux. J'attire aussi votre attention du côté de l'Égypte, puisque la majorité des céréales, en l'occurrence ici le blé, va provenir d'Égypte. Donc, ce système-là va fonctionner pendant un certain temps avant qu'il y ait des facteurs qui vont provoquer sa chute et c'est justement ce qu'on va voir. D'abord, la première chose, on reconnaît encore l'Empire à son apogée. Apogée au 2e siècle signifie que les limites de l'Empire romain sont atteintes. Et pour être sûr de conserver l'Empire romain comme il est, et pour être en mesure de mieux le défendre, on se souvient qu'il va y avoir des fortifications qu'on va appeler les lignes, qui sont représentées ici par les pointillés. Au début, tout va bien. Pendant le temps où on fait les conquêtes, nous avons les soldats romains qui vont défendre le territoire. Juste attirer votre attention, donc on voit qu'il y avait plusieurs fortifications qui permettaient de défendre les frontières de l'Empire. Et en plus de ça, les Romains avaient l'ingéniosité de se servir des barrières naturelles, souvent on parle de montagnes ou de cours d'eau, pour limiter la grandeur de l'Empire. Pour s'assurer que les frontières soient bien défendues, la majorité des garnisons de soldats romains vont se situer à la frontière de l'Empire. J'attire votre attention sur la carte que nous avons là pour pouvoir vous montrer, on voit les différentes couleurs ici, donc ça c'est l'Empire qui prospère. Cependant, à la limite, à la frontière, on voit qu'il y a des peuples qui aimeraient bien eux aussi profiter du confort de devenir romains avec tous les avantages que ça a. Pendant un certain temps, comme vous le savez, l'armée romaine et ses fameuses lignes, les fortifications qui vont être en place, vont être assez pour s'assurer qu'il n'y ait aucun peuple qui puisse entrer sur le territoire de l'Empire. Mais
ça s'apprête à changer à cause de la peste antonine. La peste antonine, on sait aujourd'hui que grâce aux écrits d'un médecin, Galien de Pergame, que ça se trouve à être la maladie de la variole. Et à partir de là, ça survient au 2e siècle. Aujourd'hui, en 2020, on pense que c'est un véritable facteur qui va mener à la chute de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que, selon les experts de l'Antiquité, on pense que c'est entre 5 à 10 millions de personnes qui vont mourir. Ça, ce que ça signifie, c'est que 5 à 10 millions de personnes qui meurent, d'abord, ça fait des taxes de moins pour l'empereur, donc il y avait pouvait moins récupérer des impôts. Ça fait moins de main-d'œuvre disponible pour être en mesure de travailler dans les champs. Et, bien sûr, parmi ces personnes-là, on dit qu'à Rome, il y avait plus de 2000 personnes qui mouraient par jour, dont plusieurs esclaves. Ce que ça va entraîner comme conséquence, c'est que les esclaves, il y en a plusieurs qui vont mourir. Donc, tout ce qui s'était mis en place jusqu'à maintenant, qui permettait d'avoir un empire commercial qui prospérait avec des échanges commerciaux à l'intérieur de tout l'empire, eh bien, à partir de la peste antonine, disons que la machine va commencer à s'enrayer, puisque beaucoup plus de difficultés de distribution de la marchandise à cause du manque de personnes. Dans les champs, difficulté de pouvoir cultiver puisqu'on a des esclaves qui sont décédés. On pourrait bien dire, les esclaves sont décédés, c'est pas plus grave que ça, on va aller en chercher d'autres. Cependant, n'oubliez pas que la Péramède coïncide avec le fait de la grandeur de l'Empire qu'il n'aura pas d'autres territoires qui seront ajoutés. Donc, s'il n'y a pas d'autres territoires qui sont ajoutés, à quel endroit tu les prends, tes esclaves? Parce que la majorité des esclaves vont provenir des territoires qui vont être conquis pendant la période d'expansion romaine. Et l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, comme on vient de voir, ce sont les soldats romains qui vont être en mesure de défendre l'Empire. Mais comme vous êtes en train de le voir, pendant le 3e siècle, beaucoup de soldats romains vont mourir aussi à cause de cette variole. La diminution du nombre de soldats romains va être amplifiée par une décision au 3e siècle de l'empereur Caracalla, qui va décider d'étendre la citoyenneté à tous les peuples qui font maintenant partie de son empire. On se souvient que la citoyenneté avait été étendue à toute la péninsule de l'Italie, mais en 212, ce que va faire Caracalla, c'est qu'il va tout simplement l'étendre à tout le territoire de l'Empire. La conséquence de ça, c'est que d'abord, l'empereur Caracalla se cherchait de nouvelles sources de revenus. Donc, on sait que chacun des peuples devait payer un impôt. Donc, s'il augmente la citoyenneté, il étend la citoyenneté, ça signifie qu'il va y avoir de nouveaux impôts. Mais la contrepartie, c'est qu'on se souvient que les différents peuples qui vivaient dans l'Empire, donc, étaient appelés, ceux qui avaient été vaincus, des pérégrins, donc des étrangers. Et ces étrangers-là n'étaient pas considérés, n'avaient pas les privilèges du citoyen. Ils pouvaient les obtenir s'ils faisaient leur service militaire pendant 25 ans. Sauf que, en étendant la citoyenneté à tous les habitants libres de l'Empire en 212, ça fait en sorte que les peuples qui vont avoir été conquis n'ont plus besoin d'attendre 25 ans et de faire leur service militaire pour pouvoir bénéficier des termes, pouvoir bénéficier du cirque, des courses de chars. Donc, ce qui fait en sorte que ça va provoquer un problème au niveau du recrutement militaire. Et là, ce que ça va faire, c'est que les fameux peuples qui s'étaient tenus tranquilles jusqu'à maintenant
vont commencer à entrer sur le territoire. Il faut comprendre qu'ils ont tellement perdu de soldats lors de la peste antonine qu'ils vont être obligés, l'empereur va être obligé d'engager des gladiateurs. Et j'espère que vous comprenez que les gladiateurs sont beaucoup moins intéressés par le fait de défendre l'Empire plutôt que de sauver leur peau. Autre chose aussi, n'oubliez pas que les soldats romains étaient très très motivés tant et aussi longtemps qu'il y avait des conquêtes à faire, puisqu'ils recevaient une partie du butin. Si maintenant il n'a plus de territoire à conquérir, ça signifie que tranquillement, les soldats romains vont devenir moins motivés. Et ce qu'on s'apprête à voir aussi, c'est que tranquillement, l'armée romaine va devenir de plus en plus ce qu'on va appeler barbare. Donc, ce ne sera plus nécessairement des Romains qui vont faire partie de l'armée. Ce qui va arriver, c'est qu'au 3e siècle, à cause du nombre de soldats qui a diminué, à cause du fait qu'on engage des gladiateurs, on va avoir un peuple qui jusqu'à maintenant était à l'extérieur des frontières, qui vont effectuer des raids ici et qui vont venir piller, ils vont même se rendre à Rome et par la suite, ils vont repartir. Sauf que le mal est fait, c'est-à-dire qu'on va entrer dans une grande période d'insécurité. Et en plus de cette période d'insécurité-là, l'Empire romain va falloir qu'il fasse face à une révolte ou à des révoltes qu'on a appelées des bagaudes. C'est simple. En Gaule, on se souvient que c'est l'endroit où Jules César va vaincre les Gaulois. Eh bien, en Gaule, ce qui va se produire, c'est que tranquillement, il va y avoir une insécurité généralisée, puisque de plus en plus, l'armée romaine n'est plus capable de défendre le territoire à cause du manque d'effectifs. Et comme il manque des soldats, ce qu'on va faire, c'est qu'on va élever les impôts. Mais on élève les impôts pourquoi? Pour payer davantage les soldats. Sauf que ça n'ira pas non plus. Ce qui fait que vous allez avoir des Gaulois, donc des paysans, qui vont se rebeller contre l'occupant romain. Et ça va ouvrir une ère généralisée d'insécurité, ce qui va faire en sorte qu'en Gaule, on va essayer de se regrouper en milices pour être en mesure de mieux se défendre. Pour réduire l'insécurité, ce que va faire l'empereur Constantin au 4e siècle, c'est qu'il va permettre à certains peuples de venir s'installer à l'intérieur des frontières de l'Empire. Mais en contrepartie, ce que va demander Constantin, c'est que les nouveaux peuples qui vont s'installer à l'intérieur de l'Empire puissent faire partie des troupes auxiliaires, c'est-à-dire défendre maintenant l'Empire contre les autres envahisseurs, ou tout simplement les étrangers qui vont entrer à l'intérieur de l'Empire grâce à Constantin vont être soit des artisans ou des ouvriers. À partir de 330, l'empereur Constantin va déplacer la capitale du pouvoir ici à Rome à cause de l'insécurité. Il va tout simplement la déplacer à Constantinople. Ça veut dire que l'empereur va déménager à Constantinople, va donner son nom à la ville et il va diriger l'empire de cette nouvelle capitale qu'on appelle Constantinople. Par la suite, l'insécurité générale va faire en sorte qu'un des peuples, ce que vont demander les Romains, c'est qu'ils vont leur accorder la possibilité de pouvoir s'installer sur ce territoire-là. Donc, tranquillement, à cause de l'insécurité, ce que les Romains vont être obligés de faire, c'est qu'ils vont être obligés de céder des territoires aux différents peuples, toujours au départ en leur disant «
si on a besoin de vous, vous devez venir nous aider à protéger l'Empire. Mais comme je l'ai toujours dit, un grand territoire, plus le territoire est grand, plus c'est difficile à pouvoir le diriger. Donc, ce qui va arriver, l'empereur Théodose, en 395, lorsqu'il va mourir, va partager l'Empire en deux parties. On va donc arriver avec l'Empire d'Occident, dont la capitale ne sera plus Rome, mais va être Ravenne. Donc, l'empereur Honorius va siéger à Ravenne. Cette partie-là ici, on va parler latin. Dans l'autre partie, on va parler grec. Et la capitale va être Constantinople. L'empereur qui va la diriger, c'est Arcadius, l'autre fils de Théodose. Ce qui est important de comprendre dans ce que je viens de mentionner, c'est que le territoire étant tellement grand, le territoire étant attaqué de l'extérieur, on va donc le diviser pour mieux le gérer. Sauf que, je viens de le mentionner, le territoire est attaqué de l'extérieur, mais il va être attaqué aussi de l'intérieur. C'est ce qu'on va appeler l'instabilité politique. Il faut comprendre que lorsque l'Empire débute, on n'a jamais réglé le problème de succession des empereurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas nécessairement si c'est le fils de l'empereur qui va hériter du pouvoir. Ce qui était de coutume, c'était de faire en sorte que le pouvoir allait aller à la personne au Sénat qui le méritait le plus. Sauf que ce système-là va faire en sorte de provoquer des jaloux. Ce qui va faire en sorte qu'il y a plusieurs empereurs qui vont se succéder et qui vont mourir de façon violente, c'est-à-dire assassinés, parce qu'ils vont se battre contre d'autres prétendus empereurs. Oui, à partir du 4e siècle, on a une instabilité politique puisque les armées vont se ranger derrière l'empereur qu'ils veulent défendre. Donc, ce qui va ouvrir des brèches dans le territoire qui était défendu, parce qu'à l'intérieur du territoire, vous allez avoir des armées romaines qui vont se battre contre d'autres armées romaines pour être en mesure de faire gagner l'empereur qui les représente. Ça donne mal parce que de l'Asie centrale, vous avez un peuple assez sanguinaire qui va s'appeler les Huns. Et les Huns étaient plusieurs. Il était mené par Attila le Hun. Et lui, avec sa bande, lorsqu'il passait sur le territoire, il pratiquait la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'il tuait toutes les populations et il va incendier les récoltes pour s'assurer qu'il n'y a personne qui puisse revenir sur ce territoire. Ce que ça va avoir comme conséquence, et c'est encore un autre facteur de la chute de l'Empire romain, ça va mener aux invasions de 406 au 5e siècle. Ce qui va se produire, c'est que les Huns qui vont déferler sur le territoire vont pousser les peuples qui s'étaient établis dans l'Empire à passer sur le territoire et à se sauver des Huns, ce qui va faire en sorte que pour pouvoir s'installer, tous ces peuples-là vont entrer à l'intérieur de l'Empire, qui est totalement mal défendu avec tous les facteurs qu'on a vus, avec les problèmes de recrutement. Et ce que ça va faire en sorte, c'est que tranquillement, grâce au fameux réseau routier qui avait été établi au départ par l'armée romaine pour bien policer son territoire, ça va être facile pour les différents peuples poussés par les Huns de venir et d'envahir le territoire. Cela va provoquer une insécurité généralisée et les peuples qui entrent à l'intérieur du territoire n'ont pas la même culture que les Romains. Ce qui fait en sorte qu'il y a bien des infrastructures qui avaient été construites par les Romains qui vont être laissées de côté ou même complètement détruites à cause justement du passage et du pillage des différents peuples.
Je vous présente ici ce qu'on avait vu dans nos infrastructures, la bibliothèque qui se trouvait en Turquie. Eh bien, cette bibliothèque-là va être complètement incendiée par les Goths, ce qui fait en sorte qu'il y a un grand nombre de connaissances qu'on a perdues à cause justement de ces incendies et de la destruction de bibliothèques. Ce que ça va amener les invasions barbares à partir de 406, c'est que les peuples, pour être en mesure de se défendre, vont venir fonder des royaumes dans l'ancien empire d'Occident. Donc, ils vont se regrouper et ils vont tenter de se défendre puisqu'on va retrouver un climat généralisé d'insécurité. J'attire votre attention. Quand on parle d'invasion barbare, on parle surtout de l'Empire d'Occident, puisque l'Empire d'Orient, lui, va tomber en 1453. Donc, ce qu'on est en train de constater, c'est que poussé par les Huns, vous avez les différents peuples qui vont venir fonder des royaumes, et ces royaumes-là, regardez, royaume anglo-saxon, ça va nous donner l'Angleterre aujourd'hui. Le royaume des Francs vont nous donner le pays des Français actuellement. Donc on s'aperçoit qu'à cause des invasions barbares, il y a plusieurs peuples qui vont se fonder sur le territoire qui appartenait au départ à l'Empire romain et vont s'y installer, et ça va donner les pays que l'on retrouve aujourd'hui. Lorsque ces nouveaux peuples s'emparent du territoire, ils amènent avec eux leur culture. Et on a vu que la culture, on retrouvait aussi la religion. Donc, l'une des particularités de l'Empire romain, c'était au départ d'accepter les autres cultures, c'est-à-dire d'intégrer à leur propre religion la religion des peuples qui vont être conquis. Et ça va se poursuivre aussi, ce qui va faire en sorte que quand les peuples vont entrer à l'intérieur du territoire, ils vont arriver avec une nouvelle religion qu'on va appeler le christianisme. Un autre facteur de la chute de l'Empire romain va être ce qu'on va appeler le développement de cette nouvelle religion qu'on appelle le christianisme. Pour comprendre pourquoi le christianisme va faire des adeptes, il faut comprendre comment fonctionnait ou qu'est-ce qu'on disait de l'au-delà, c'est-à-dire une fois que la personne était morte. D'abord, tout le temps que les Romains sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils vont honorer plusieurs dieux, pour eux, le paradis, l'enfer n'existent pas. Ce qui fait en sorte qu'une fois le corps mort, les âmes vont se retrouver et errer un peu partout. Si vous avez commis des actes qui étaient bons, donc vous allez pouvoir vous retrouver aux Champs-Élysées, la majorité des gens, leur âme allait errer pour l'éternité. Arrive maintenant Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, dans son message, va dire « Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». Ce qu'on est en train de constater, c'est que la religion chrétienne va attirer, va plaire surtout aux femmes, aux esclaves, aux enfants et aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, une fois que vous allez être mort, vous allez avoir la possibilité d'être au royaume des cieux. C'est-à-dire que tranquillement, il amène les notions de paradis et d'enfer. Donc, si tu as souffert pendant ta vie mortelle, tu risques d'être récompensé une fois mort, c'est-à-dire que ton âme va pouvoir aller au paradis. Conséquence, lors de la chute de l'Empire romain d'Occident, eh bien,
Toutes les structures politiques, je parle de l'empereur, donc ça n'existera plus. Ce qui va arriver, c'est que chaque petit territoire va être maintenant contrôlé par un roi barbare. Il n'y a plus de structure au niveau économique. On se souvient que pendant la Pax Romana, chacun des peuples payait un impôt en monnaie. Étant donné le fait qu'ils ont perdu des personnes lors de la peste antonine, étant donné le fait que il va y avoir une insécurité générale, que les territoires où les mines d'or et d'argent étaient situées vont être maintenant sous contrôle des barbares, eh bien, il ne pourra plus y avoir de monnaie pour se procurer ce qu'on a besoin. Au niveau culturel, les peuples barbares vont laisser dépérir les aqueducs, le Colisée, les bibliothèques. Donc, tout ce qu'on a vu que les Romains avaient comme divertissement, il n'y aura pas grand-chose qui va être repris par les nouveaux conquérants du territoire sur l'Empire. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir à la fin de l'Empire romain, qui coïncide avec la fin de l'Antiquité, on a une disparition générale des connaissances. Si vous vous souvenez bien, l'école se faisait en arrière ici des petites boutiques, mais comme on est dans une insécurité générale, et toute l'école va s'arrêter. Et là, on va arriver avec une nouvelle période qu'on appelle le Moyen Âge. Le Moyen Âge va commencer avec la chute de l'Empire romain d'Occident et se terminer avec la découverte de l'Amérique. Donc, voici l'introduction de notre prochaine présentation. Le Moyen Âge, comme toutes les connaissances ont disparu et que la connaissance n'est plus disponible, on va réorganiser la société en la fondant exclusivement sur un livre qu'on va appeler la Bible. La Bible est le livre fondamental du christianisme. Et quand on dit christianisme, tout repose sur Jésus-Christ, sur l'Esprit Saint et sur Dieu. Et comme la connaissance a disparu, la connaissance que nous allons avoir maintenant au Moyen Âge devra être exclusivement en lien avec ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui signifie que pour expliquer l'histoire du monde, on va s'en remettre à ce qui est écrit dans la Bible concernant le récit de la création. Et tous ceux qui, pendant cette période, voudraient contester ce qui est écrit dans la Bible, vont subir le châtiment de tous ceux qui croient en cette nouvelle religion qu'on appelle le christianisme.